multimédia. Et ce soir, on va aborder un thème inédit encore sur notre programme. C'est le biomimétisme. Alors, pour parler du biomimétisme, expliquer qu'est-ce que c'est et un peu parler aussi du parcours, de son parcours, j'ai Sydney Rostand, qui est le CIO de Bioxégide. Alors, bonjour Sydney. Bonsoir. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Sydney lors des Sustainability Café de la BNP, où on a chacun de nous deux fait une conférence. Moi, celle que j'ai l'habitude de donner, s'attendre à se préparer à l'inattendu. Et Sydney en a fait une sur le biomimétisme que j'ai trouvé assez fascinante. Et donc voilà, Sydney, est-ce que tu peux éventuellement te présenter et expliquer un peu ce que tu fais et ce que fait ton entreprise Bioxégide? Alors bonsoir à tous. Pour moi c'est un exercice assez nouveau le live, donc je suis très content de le faire. Généralement il y a des webinars etc, mais le live c'est encore neuf, donc sans support, sans conférence. Mais écoutez, je vais essayer de raconter un petit peu mon histoire et vous expliquer comment ça m'est arrivé. Évidemment, essayer de donner un petit peu une vision de ce que c'est que le biomimétisme et pourquoi en fait j'en ai fait mon métier, ma passion, et pourquoi aujourd'hui je suis amoureux de ce que je fais, hein, c'est vraiment le cas. En gros, donc moi je suis diplômé d'une école de management française et je me souviens très bien comment ça a commencé pour moi. C'est que j'étais un vrai passionné en fait du domaine de la mobilité. Alors pas des voitures en tant que telles, je suis pas ce qu'on appelle un petrolhead, c'était pas du tout mon style, mais j'aimais bien cette notion de mobilité urbaine, la multimodalité et tout. Je sentais que c'était un milieu qui bougeait bien. Et étant franco-allemand, en gros, la première chose que je me suis dit, c'est que je voulais faire en fait des stages dans le domaine automobile allemand. Je le percevais comme très innovant, avec des très beaux produits. Et donc j'ai commencé en fait là-bas. J'ai fait mes premiers stages là-bas. Donc d'abord chez Audi, dans le cœur de la Bavière allemande. Et puis après j'ai continué. J'ai fait des stages chez Bosch, dans leur filiale automobile. Et puis j'ai fini chez Porsche, à Stuttgart, enfin plus précisément à Et Zuffenhausen. tu faisais quoi là-bas concrètement? En gros, ça dépendait. Généralement, c'était alors chez Audi, c'était dans le project management. C'était directement en fait dans le management des projets pré-série, donc c'est-à-dire le prototypage des véhicules jusqu'à ce qu'ils soient produits en série. Chez Bosch, c'était plus l'internet des objets, donc c'était le management en fait voilà, des nouveaux business IoT business de Bosch, liés en fait la voiture aux infrastructures, etc., etc. Et chez Porsche, c'était du marketing stratégique, c'était notamment le pilotage en fait marketing des différents marketing, vente, etc., des différents marchés à l'export, notamment la France, le Royaume-Uni, etc. Donc c'était vraiment vraiment très intéressant. Et Porsche pour moi c'était vraiment le Graal, hein. C'était le LVMH de l'automobile, je voulais absolument y aller. Et en fait, tout s'est très rapidement passé en mode déclic pour moi. C'est en arrivant chez Porsche, j'ai eu une sorte de questionnement qui a commencé à se faire ressentir, et je me suis dit, bon, c'est un peu bizarre. Au final, j'ai plus la même satisfaction et le même plaisir dans la substance du métier que j'exerce et dans ce que ça m'apporte. Ça peut paraître un peu naïf, mais moi, ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit, bon, ben, à la fin de la journée, ce que tu as fait, c'est que tu as plus ou moins participé à vendre des voitures chères à des gens riches, quoi. Et encore une fois, hein, ça peut paraître naïf, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti de façon très authentique, très puissante. Ça venait vraiment des tripes, et au début, j'avais un peu honte d'en parler, surtout quand on sort d'une école de commerce. On n'est pas forcément, on va dire, habitué à sentir ce genre de questionnement. Et je me suis dit, bon, ben, si je le sens comme ça, c'est que quelque part, il faut que je donne une nouvelle orientation à ma carrière, que je découvre un petit peu des domaines d'innovation qui soient très disruptifs, très neufs, peu explorés. J'avais vraiment ce besoin un petit peu, je m'en souviens très fort. C'est comme l'envie d'aller découvrir un nouveau continent, d'être Christophe Colomb, et voilà, de découvrir des champs d'innovation complètement inexplorés. Et pour moi, tout ce qui était digital, blockchain, intelligence artificielle, etc., c'était déjà des milieux qui étaient vus, revus, où il y avait déjà de la saturation entrepreneuriale derrière. J'avais vraiment besoin de quelque chose de neuf.
Et j'en ai beaucoup parlé à mes potes, et notamment un très bon pote à moi, Simon, qui se trouve aujourd'hui être mon associé. Et on était en colocation à l'époque, et il vient dans le salon, sur le canapé à côté de moi. Il me fait: ouais, Sidney, toi qui t'intéresses un peu à des nouveaux milieux d'innovation, tu devrais regarder ça. Et c'était une vidéo du coup sur le biomimétisme, et c'est là que tout est parti. C'est comme ça que la passion s'est créée, quoi. Ah, super. Et quoi, à ce moment-là, vous vous êtes dit que donc, toi, t'es ingénieur de formation. Ton associé Simon, il est de quel background? Alors non, en gros, moi je suis pas ingénieur de formation, je suis d'une école de management, hein, donc je Ah suis oui, pardon, école de commerce, excuse-moi. commercial de formation, et lui aussi. Mais en gros, c'est pas comme ça que ça s'est joué. Euh, En gros, donc il m'a montré cette vidéo, je me suis pris de passion pour ce sujet-là. Je me souviens, c'était des histoires d'inventeurs, etc., assez extraordinaires. Donc la première histoire sur laquelle je suis tombé, c'était l'histoire d'un inventeur français qui s'appelle Clément Ader. Clément Ader, c'était un inventeur français de la fin du 19e siècle à Paris. C'est typique le type d'inventeur qu'on peut s'imaginer, hein, donc c'est-à-dire les types un petit peu qui viennent créer plein de prototypes, plein de brevets, etc. C'était un peu classique de l'époque. Et lui, il avait un rêve, Clément Ader, c'était voler. Et notamment, à l'époque, le grand défi, c'était d'arriver à créer en fait des aérodynes par opposition aux aérostats. Les aérodynes, c'est des engins volants plus lourds que l'air, hein, donc par opposition aux zeppelins, aux montgolfières, etc. Et Clément Ader, donc on est en 1890, il crée un prototype qu'il appelle l'éole, et il arrive à faire voler cette éole-là. Il fait un bond de 50 mètres de long, hein, de 100 mètres de long sur 50 cm, 1 mètre de hauteur. Il a jamais réussi vraiment à prouver être le pionnier de l'aéronautique 20 ans avant les frères Wright aux États-Unis, parce que ses seuls témoins présents, c'était son épouse et son investisseur. Mais ce qui est vrai, c'est que il a été un des pionniers justement de la bio-inspiration. Quand tu regardes l'éole, en fait, l'éole, son prototype d'avion est complètement basé sur l'anatomie, en fait, les tendons, les nervurations ce qu'on appelle des roussettes d'Inde, donc c'est-à-dire les chauves-souris, qui sont la plus grande espèce de chauves-souris au monde, qu'il avait dans sa volière à Passy. Et dans tous ses écrits, en fait, il décrit comment est-ce qu'il a repris en fait tous les principes anatomiques, les différents points de la voilure en fait de la roussette d'Inde pour créer son prototype de l'éole. Et j'en ai découvert plein des exemples comme ça. La tour Eiffel inspirée de la structure interne du fémur, des exemples en fait très variés. Et je me suis vraiment pris de passion pour ce sujet-là, au point de me dire, en fait, il faudrait vraiment que je me penche plus précisément là-dessus. Et ça tombait bien parce que du coup, je devais faire mon mémoire de master d'école de commerce sur le sujet du biomimétisme. Et, euh, et donc, en gros, je me dis, bon, bah, c'est la bonne occasion, en fait. Je vais faire mon mémoire de master sur le biomimétisme. Et donc, je me souviens très bien, mes profs à l'époque qui me disent, mais attends, qu'est-ce que tu veux faire un sujet comme ça? Enfin, c'est un sujet qui est pour les biologistes, pour les scientifiques, à la limite pour les ingénieurs, mais rien à voir avec toi en école de commerce. Et moi, je leur ai rétorqué la chose suivante. Je leur ai dit, non, mais attends, au même titre que vous donnez des cours sur l'intelligence artificielle ou la robotique en école d'ingénieur, moi, je considère que pardon, qui normalement sont des sujets d'ingénieurs, ben, vous les donnez à vos étudiants en école de commerce. Ben, moi, je considère que le biomimétisme ne doit pas être le monopole de biologistes. Le biomimétisme doit aussi concerner et doit aussi être enseigné en école de commerce. Et moi, je m'intéresse à ce sujet-là. Je pense vraiment qu'on a un rôle à jouer là-dedans. Ils me disent, bon, écoute, Ciné, on n'a rien compris à ton histoire, mais tu as l'air passionné, alors lance-toi là-dedans. Et donc pendant 6 mois, j'ai fait mon mémoire de master d'école de commerce sur le biomimétisme, ce qui devait probablement être un des premiers, voire le premier master de biomimétisme en école de commerce en France. Et encore une fois, même dans les écoles d'ingénieurs ou de biologie, c'est très très rare de ce sujet-là encore. Et je me suis vraiment, ça a été un coup de foudre. J'ai eu le temps de découvrir vraiment dans les fondements ce que ça voulait dire que faire du biomimétisme. Et ce que j'ai rapidement en fait découvert, c'est que
il y a une vraie dynamique scientifique, il y a une vraie dynamique au niveau des brevets, au niveau du dépôt de brevets, du niveau de publication, etc. Très très importante en Chine, très importante aux États-Unis, très importante aussi en Allemagne où il y a une vraie stratégie étatique derrière le biomimétisme. Donc beaucoup en fait de technologies bio-inspirées, donc inspirées de la nature, qui ont lieu, qui sont très prometteuses. Et ce que j'ai rapidement compris, par contre, c'est que la France avait beaucoup de retard, mais ce que j'ai aussi compris, c'est que même au-delà de la logique française, ce qui se passe en matière de biomimétisme, finalement, c'est très académique, c'est très universitaire, et c'est très peu, en fait, démocratisé, en tout cas la courroie de transmission par rapport au marché, par rapport aux Donc, entreprises. en gros, c'est beaucoup d'études ou de réflexions, mais peu Voilà. d'applications dans le réel, quoi. C'est ça, beaucoup d'études, beaucoup de philosophie déjà. Après, effectivement, beaucoup d'études scientifiques, beaucoup de réflexions, beaucoup de brevets, etc. Mais peu, en fait, de courroie de transmission par rapport aux entreprises. Et c'est là que m'est venue, en fait, tout simplement l'idée de Bioxégie, c'est que je me suis dit, eh bien, moi, j'aimerais bien participer à l'essor du biomimétisme, mais surtout, en fait, consolider la courroie de transmission par rapport au marché, c'est-à-dire démocratiser le biomimétisme comme méthode d'innovation, comme approche de R&D, systématique dans les entreprises. Et c'est aujourd'hui comme ça que moi je vois le biomimétisme. Et c'est la raison d'être en fait de Bioxégie, c'est vraiment d'apporter en fait le biomimétisme comme arme d'innovation dans les entreprises. Et donc, avant de rentrer dans le biomimétisme pur et dur, ce qui m'intéresse ici, donc voilà, tu fais ton mémoire, il a été visiblement, donc c'est mémoire, travail de fin d'études ou master, demande Thierry dans le chat. Alors c'était un mémoire de master. En gros, c'est la façon dont c'était fait dans l'école de management où j'étais. C'était que pour être officiellement diplômé du master, on avait une sorte effectivement de travail de fin d'études, ce qu'on appelle un mémoire, qui durait 6 mois, où il fallait effectivement expliquer ce sujet-là. Donc disons que c'est moins, c'est pas des masters au sens licence, master, etc., puisque c'est une grande école de commerce française. Donc en réalité, c'est le master, on le travaille en fait sur les 3 ans post-prépa. C'est un travail de 6 mois qui vient compléter et finir la diplomation, quoi. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Et donc, ok, merci Sydney, j'espère que ça répond à ta question Thierry. Et donc, je tiens quand même à préciser pour le chat que Thierry est là et que le live n'a toujours pas sauté. Alors Thierry, c'est mon chat noir. Le hasard a fait que les 2 fois où il est venu voir l'émission, les 2 fois le truc a complètement sauté. Et là, ça fait je ne sais pas combien de minutes qu'on a commencé. Thierry est là depuis le début et tout se passe bien. Donc Thierry, je pense qu'on a passé le pire. Donc, tu termines ton mémoire, c'est bien reçu. J'imagine que Ouais. forcément, t'es diplômé. Oui, c'est ça. Tu dis, tiens, on va lancer le biomimétisme. Super idée, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Donc, tu as 0 case, tu as une boîte d'un truc, tu te dis, on va aller regarder les feuilles, c'est super. Et à qui tu vas le vendre et qu'est-ce que tu leur racontes, quoi? Coucou, oui, Sydney, c'est moi. Vous ne Non. me connaissez pas. Non, évidemment, c'est pas comme ça que ça s'est fait. C'est une très très bonne question, hein, mais là, il fallait être très pragmatique sur l'histoire. Donc, en gros, ce que je me suis dit à la base, c'est que l'idée de Bioxégie au départ, c'était d'arriver à catalyser l'innovation biomimétique au sein des entreprises. Donc, c'est-à-dire, au départ, je concevais Bioxégie comme un cabinet de conseil spécialisé en biomimétisme, dont l'objectif était donc de vendre l'idée du biomimétisme et de démarrer, d'initier l'idée du biomimétisme auprès de grands industriels, auprès de grandes entreprises en France, et puis après, effectivement, de catalyser et de chercher les bonnes relations avec les chercheurs, les laboratoires, etc. Donc ça, c'était l'idée originale de Bioxégie, c'était l'idée de départ de Bioxégie. Et donc là, à ce moment-là, je me lance à mon compte tout seul avec une micro-entreprise, c'est le système français de la micro-entreprise. Donc là, on était en tout début 2018, janvier 2018, et ça marche bien en fait. Au départ, j'y vais avec grande prudence, c'est-à-dire que au départ, je me fixe l'objectif que pendant 3-4 mois, il fallait vraiment que je prenne le temps de rencontrer tous les acteurs, tous les clients potentiels, tous les chercheurs, il fallait que j'aille dans les conférences, etc., que je parte en fait à la découverte du tissu biomimétique et de la communauté du biomimétisme française.
Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte qu'elle était très frugale. Pareil, elle était très universitaire, très académique, et que j'avais vraiment, ça confirmait l'intérêt qu'il y avait à l'existence d'une entreprise comme Bioxégie. Et très rapidement, j'ai réussi à avoir les premiers clients qui m'ont fait confiance. C'était beaucoup de bouche à oreille, beaucoup de travail de conviction, etc. J'ai vraiment essayé de faire quelque chose avec ça. Et les premiers clients m'ont fait confiance. Et puis très rapidement, en fait, ça s'est bien goupillé. Et j'ai eu les premiers contrats, des premiers contrats de conseil en fait au départ. Et au fur et à mesure, la boîte Bioxégie a finalement eu une belle croissance et on s'est transformé. Et c'est ce qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, Bioxégie est non pas un cabinet de conseil, mais Bioxégie est devenu un bureau d'études et d'ingénierie. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, notre métier aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que d'imaginer, de concevoir et de développer des technologies bio-inspirées avec les départements R&D de nos clients. Donc, nos clients, c'est quoi? C'est des industriels dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans les biens d'équipement, les biens de consommation, les biens industriels, la santé, le BTP, etc. Enfin, on touche vraiment tous les secteurs industriels possibles et imaginables, en France, mais pas que en France, d'ailleurs, maintenant aussi dans d'autres pays européens. Et effectivement, on développe et on conçoit les technologies bio-inspirées. Donc, on va bien au-delà du métier de conseil. Super, bah écoute, ça a le mérite d'être super clair. Alors, donc en gros, le biomimétisme, est-ce que tu peux donner plusieurs exemples et est-ce qu'il y a plusieurs façons de copier la nature ou est-ce que c'est simplement systématiquement, on va regarder l'aile de la baleine, hein, pour reprendre un des exemples que tu avais, dont je me rappelle lors de la conférence où on s'était retrouvés tous les deux. Et donc, on va changer le form factor d'un élément industriel qui va nous faire un gain de performance. Est-ce que ça, c'est vraiment le cœur du biomimétisme ou est-ce qu'il y a plusieurs facettes à la discipline? Alors, le biomimétisme, en fait, est extrêmement hétéroclite, hein. Il y a plein de facettes, comme tu le dis, il y a plein de facettes différentes, il y a plein d'approches différentes, il y a plein de conceptions, de définitions différentes, etc. Donc, ce que je vais te dire, moi, c'est la perception que j'en ai moi, la vision que j'en ai moi, et celle qu'on défend, en fait, avec Bioxégie, donc ce qu'on essaye de porter. Le biomimétisme, du coup, la définition en fait qu'on a nous, c'est une approche de recherche et de développement. C'est une méthode d'innovation qui consiste donc à s'inspirer des mécanismes, des propriétés, des techniques, des principes qui existent chez les organismes vivants pour innover. Quel est l'avantage derrière ça? C'est que, évidemment, la planète Terre, c'est ce miracle en fait de probabilité qui a réuni les conditions idéales à l'apparition de la vie. L'apparition de la vie, elle s'est faite il y a 3,8 milliards d'années. Et depuis, en fait, les mécanismes de l'évolution ont fait qu'il y a eu des milliers et des millions d'espèces qui se sont succédées. 99% des espèces qui ont vécu, qui ont foulé nos sols ou qui ont nagé dans nos océans ont disparu. Et donc aujourd'hui, ces mécanismes de l'évolution ont abouti sur cette magie, sur cette prouesse qu'on appelle l'arborescence du vivant et qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs aussi la biodiversité. Donc aujourd'hui, on connaît 1,8 million d'espèces. Ces 1,8 million d'espèces, on estime qu'il y en a bien plus, hein. Il y a certaines estimations qui vont à plusieurs dizaines de millions d'espèces. Toutes ces espèces qui existent aujourd'hui sont au sommet de leur évolution, avec des espèces qui sont extrêmement qui ont beaucoup de succès. Certains amphibiens, les crocodiles, les libellules, les requins, etc. Il y a des espèces qui ont tellement de succès qu'elles existent depuis des centaines de millions d'années. Mais même toutes les autres espèces, la plupart sont beaucoup plus âgées, sont beaucoup plus anciennes que l'espèce humaine qui a apparu, mais à la toute dernière page et toute dernière ligne du livre de la vie. Et donc, quel est l'intérêt là derrière? C'est que cette évolution, ça montre bien que les mécanismes de la nature ont été totalement éprouvés, totalement sophistiqués. J'avais envie de te dire, en espérant que l'ère industrielle ne soit pas le point final, en fait. Tu dis la dernière page, la dernière ligne. Vu la précocité, enfin le fait que les 300 dernières années seulement soient l'ère industrielle, tu peux te dire, si jamais on rate ce tournant-là, c'est le point final, en fait. Alors, moi, je peux te garantir une chose, c'est que non, ça ne sera pas le point final de la vie. Non, bien sûr, je parle de l'humanité. Hein, ça sera le point final d'une espèce qui aura été particulièrement arrogante et brève.
et bref, voilà. C'est ce qu'on appelle en termes biologiques unsuccessful species. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Donc effectivement, ça sera le point final de l'espèce humaine. Par contre, la vie est extrêmement résiliente. Donc même s'il y a un effondrement de la biodiversité, à partir du moment où l'espèce qui est le prédateur et donc du coup qui est nocif pour le reste de la biodiversité disparaît, la biodiversité reprend très rapidement ses droits, même si ça prend du temps, etc. Le tissu de biodiversité se fera très rapidement. Donc ça, c'est la philosophie qui y a derrière le biomimétisme, c'est de se dire la nature n'est pas simple, elle n'est pas élémentaire, elle ne se limite pas au simple reportage National Geographic. Non, la nature en fait est extrêmement complexe, elle est super sophistiquée et elle a toutes les bonnes solutions pour aborder en fait les contraintes et le quotidien de plein d'espèces différentes. Et si on veut les regrouper en quelque chose de très simple, on a le stockage, la captation et la transformation et l'utilisation des ressources, au premier rang desquelles l'énergie. D'autre part, on a la conception, la fabrication, la transformation de la matière, la chimie, etc., les procédés aussi. Ensuite, on a tout ce qui va toucher à la mobilité, au déplacement. Et enfin, on a tout ce qui va toucher à la communication, l'information, la mémoire, etc. Donc ça, c'est les grands besoins, les grandes catégories de besoins, si on devrait les cahiers des charges, hein, si on devait vraiment les simplifier à 4 catégories, ça serait ça, les 4 catégories de savoir-faire du vivant. Et en fait, on s'y retrouve dans ce que l'humanité a besoin pour imaginer son futur. Et donc, toute la philosophie derrière le biomimétisme, c'est de se dire, justement, ça fait 300, 400 ans avec les révolutions industrielles que l'humanité a créé ces solutions, mais que ces solutions, aujourd'hui, elles plafonnent, elle stagne en fait, et pire encore, elle pose un réel danger de soutenabilité de notre espèce. Effectivement, aujourd'hui, plus que jamais en ce moment avec la crise, on se rend compte du fait que nos recettes ne sont pas les bonnes, nos recettes ne sont pas forcément souhaitables. Et à partir de ce moment-là, on se dit, ok, mais il nous faut alors des solutions. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait pour réinventer notre futur ? C'est ça le problème. Et donc là, l'idée du biomimétisme, c'est de se dire, eh bien en fait, on pourrait quand même regarder dans des recettes anciennes, et ces recettes anciennes-là, c'est les recettes de la nature. La nature, c'est innover, progresser, s'améliorer, gérer la soutenabilité, gérer les technologies, etc., innover depuis 3,8 milliards d'années. Pourquoi ne pas s'en inspirer ? Donc c'est un exercice d'humilité. Donc ça, c'est vraiment, pour répondre à ta première question, c'est vraiment la philosophie qu'il y a derrière le biomimétisme, c'est l'approche philosophique qu'il y a derrière le biomimétisme. Mais une fois qu'on dit ça, évidemment, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'on fait derrière, quoi ? Donc, j'ai même plus besoin de poser des questions. J'allais dire, alors, est-ce que tu peux donner des exemples concrets ? Oui. Juste avant de partir dans les exemples concrets, est-ce que, j'ai une question dans le chat de Pascal qui est intéressante. Est-ce que le biomimétisme, c'est durable ? Bonsoir Pascal. Alors, non, le biomimétisme n'est pas automatiquement durable. Ou plutôt, la bio-inspiration, le fait de s'inspirer ou de copier la nature n'est pas automatiquement durable. Donc, moi, je me souviens très bien d'exemples de technologies qu'on appelle des technologies de super-hydrophobie. Donc, c'est des technologies qui consistent à reproduire certaines structures à l'échelle micro ou nanométrique que tu vas retrouver sur certaines feuilles, etc., de plantes, pour arriver à faire déperler l'eau et les salissures. Donc, chez la plante, c'est très simple, c'est que ça permet de faire déperler l'eau, donc d'évacuer les poussières et les salissures qu'il y a sur la feuille et de permettre la photosynthèse. Donc, c'est le nettoyage de la surface de la feuille. C'est une nécessité biologique. Pour les industriels, c'était très intéressant, notamment pour le verre des vitres, les pare-brises, etc. C'est ultra intéressant, la technologie de super-hydrophobie. Sauf que la façon dont ils l'ont fait il y a maintenant une dizaine d'années, il me semble, était en fait extrêmement nocive, c'est-à-dire que pour reproduire la structuration et l'effet qu'on appelle l'effet lotus, puisque le lotus est une des plantes qui fait ça, en gros, ils ont utilisé des composés chimiques ultra nocifs, etc. C'était pas du tout durable.
durable, c'était très nocif pour l'environnement et ça tenait pas dans la durée, ça tenait que quelques dizaines de jours, ça tenait pas du tout quelques années et tout, donc c'était très très complexe. Et donc par rapport à ça, c'est pas du tout de la bio-inspiration durable, au contraire. Sauf que le biomimétisme dans sa définition va au-delà et de se dire, ok, oui, on s'inspire de la nature, mais on essaye au maximum d'être dans une logique d'éco-conception, dans une logique où on reproduit les principes de soutenabilité de la nature. Donc, on peut pas tout le temps le faire, c'est très complexe de le faire. Certains polymères doivent être des polymères chimiques, pétrochimiques, etc. On peut pas toujours faire de l'éco-conception partout, c'est pas possible. Mais effectivement, le mouvement du biomimétisme consiste à être dans de la bio-inspiration soutenable. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on s'inspire de la nature, la plupart du temps, effectivement, les résultats qu'on va avoir, les résultats fonctionnels qu'on va avoir, sont plus équilibrés, mieux pensés, ils sont plus simples et donc, par définition, ils vont être plus durables. Ils vont permettre de réduire le poids d'un équipement, ils vont permettre de réduire la consommation d'un équipement, la quantité de matière nécessaire à la fabrication de telle ou telle technologie, etc. Donc oui, la plupart du temps, effectivement, ça va être durable, mais c'est pas pour autant automatique. La réciproque n'est pas vraie, quoi. Ok, mais qu'est-ce que je vais dire? Et vous, chez Bioxégis, c'est quelque chose que vous cherchez à maximiser? C'est quelque chose que vous imposez à vos clients? Vous dites, nous, on ne veut pas aller. Enfin, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Et aussi, ce qui, je pense, serait intéressant, c'est comment est-ce que vous collaborez? Comment est-ce que c'est peut-être aussi les. Donc, il y a beaucoup de questions en une question. Hein. Donc, Oui. comment vous faites chez Bioxégie par rapport à la durabilité? Deux, comment est-ce que vous travaillez, avec quel type de compétences en termes d'un peu de processus et de voilà, et peut-être après peut-être aussi fournir des exemples, mais je reviendrai là-dessus. Ok, donc d'abord la méthode de travail, le mode opératoire et après les exemples. Oui. Ok. Alors sur le mode opératoire, en fait, donc Bioxégie interagit donc avec les directions R&D, les directions innovation, les directions open innovation de grands groupes industriels. La façon dont on fonctionne, c'est que la plupart du temps, 80% du temps, c'est encore à Bioxégie de faire l'effort et d'aller intéresser l'entreprise et de lui dire, fais du biomimétisme, ça vaut le coup. Pourquoi? Parce que la plupart des entreprises n'a jamais vraiment entendu parler de biomimétisme ou de façon trop diffuse, trop silotée et pas assez automatique pour que vraiment il y ait eu un passage à l'action. Parfois, vous avez un scientifique isolé ou un chercheur ou un ingénieur isolé dans une entreprise, dans un centre de recherche d'entreprise qui en aura entendu parler, mais il n'aura pas réussi à vraiment démocratiser ou il n'aura pas réussi à transformer l'essai. Aussi simple que ça. Donc, la plupart du temps, Bioxégie va intéresser, va démarcher vraiment un client et lui dire, OK, ça vaut le coup de faire du biomimétisme pour telle ou telle raison. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? En gros, on travaille de façon phasée, donc on a 4 phases de travail. On ne le sort pas du chapeau, en fait, on l'a créé avec nos premiers clients pilotes. La première phase, c'est une phase qu'on appelle une phase de pré-étude, c'est de l'amorçage en fait, qui nous permet de passer en revue la chaîne de valeur de l'entreprise. La chaîne de valeur et donc aussi les thématiques, les problématiques, les enjeux qu'il y a chez un client. Donc on va interagir avec un département et on va vraiment détricoter un petit peu toute leur technologie, tout leur univers de problématiques, de sujets qu'ils ont, les ambitions d'innovation, etc. Et ça nous permet au travers d'une préétude de commencer à se dire, ok, où est-ce que le biomimétisme va être pertinent? Où est-ce que le biomimétisme va apporter une plus-value? Quelles sont les pistes ou les axes, les leviers qui vont être activables? Donc par exemple sur un client comme Safran, rien qu'avec une business unit, on est capable d'avoir 40 sujets d'innovation qui sont remontés que sur un produit. Alors Safran, c'est une entreprise pour ceux qui connaissent pas. Oui, alors Safran, c'est une des grandes entreprises d'aéronautique en France. C'est le leader mondial en fait de équipementier automobile. Donc, qu'est-ce qu'il fabrique? Il fabrique il fabrique des réacteurs, il fabrique ce qu'on appelle des aérostructures. Donc, ça peut être des structures sur les ailes, sur les roues. Il fabrique les trains d'atterrissage. Il fabrique aussi les sièges, les cabines, plein de composants en fait. Et leurs clients à eux, c'est Airbus, c'est Boeing, etc., etc.
Voilà. Et vous imaginez qu'évidemment, avec les conditions actuelles, les enjeux pour l'aéronautique n'ont jamais été aussi palpables, aussi grands. Aujourd'hui, l'aéronautique a besoin vraiment de nouvelles formules pour arriver à survivre et répondre à la critique qui est formulée à l'aéronautique, qui est très très vive. Vous le savez, hein, en France comme ailleurs, c'est scruté de très près l'aéronautique. Et donc, du coup, c'est des entreprises qui ont besoin vraiment de réinventer leur façon de créer des technologies de façon radicale. Et donc, sur une des business units de Safran, on est capable de sortir 40, 50 sujets d'innovation juste sur une business unit, donc c'est-à-dire sur une technologie ou un groupe de technologies, quoi. Et après, évidemment, pour nous, il faut comprendre où est-ce que ça fait sens de faire du biomimétisme. Pourquoi est-ce que le biomimétisme serait utile pour telle thématique dont me parle cet ingénieur, sur tel enjeu dont me parle tel autre ingénieur, etc. Et donc, nous, on fait une petite veille, on fait une petite recherche, on se base évidemment aussi sur l'expérience interne de Bioxégie. On a une base de données, on a une base de recherche qui est aujourd'hui une des plus grandes en France, si ce n'est la plus grande, hein. Et ça nous permet de déjà cibler. Il faut évidemment qu'on pose les problèmes, hein. Formuler la problématique est tout aussi important en matière de biomimétisme que de répondre à la problématique. Et tout ça, c'est la phase 0. Donc tout ça, c'est l'amorce, hein. Après, on choisit les sujets et vient le cœur de réacteur de Bioxégie. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient faire d'abord la phase 1. Cette phase 1, c'est ce qu'on appelle l'étude de conception, de recherche et de conception biomimétique. Donc en gros, par rapport à une problématique donnée, par exemple, je veux réduire le poids de mon train d'atterrissage, on va se dire, ok, comment est-ce que la nature crée ou conçoit la notion de légèreté? Ça veut dire quoi? Être léger dans la nature. Très rapidement, on se rend compte que, il y a plein de modèles biologiques candidats. Il y a les ossatures. Les ossatures, il y a les ossatures de l'être humain, le côté spongieux de certains os. Il y a l'ossature de tels oiseaux, les articulations de tels félins, telle ossature de telle sèche dans les océans. Ah, mais tiens, il y a aussi la fibre végétale, il y a le bambou. Mais tiens, il y a aussi tel composé polymère dans telle ou telle bactérie ou dans tel ou tel virus, etc. Mais tiens, il y a aussi là. Donc en fait, on va trouver plein de notions de ce que ça veut dire construire léger dans la nature. Parce qu'en réalité, c'est partout. Cette relation du rapport poids-résistance, elle est partout. C'est pour vous citer, par exemple, le type de thématique qu'on pourrait avoir. Et évidemment, après, il faut qu'on fasse sens. Donc, parmi les centaines et centaines de modèles candidats biologiques qu'on va avoir, il faut en choisir un, ou en tout cas shortlister une poignée de modèles qui vont être pertinents par rapport à notre problématique donnée. Tout n'est pas pertinent en matière de légèreté et de conception de ce qu'on appelle lightweight design dans la nature, si on veut le mettre par rapport au scénario et au contexte d'un train d'atterrissage. Tout n'est pas pertinent, évidemment. Donc nous, il faut qu'on fasse tout un travail comme ça. C'est ce qu'on appelle en fait le ciblage biologique, ou plus précisément, la recherche et la sélection d'un SBR, système biologique de référence. En tout cas, c'est la conception qu'a créé Bioxégie. Je vois juste une question. Pouvez-vous me donner votre signification du biomimétisme? Probablement quelqu'un qui a rejoint un peu tardivement. Tout à fait, oui, je pense bien, oui, tout à fait, effectivement. Salut Xenorax. Alors oui, peut-être tu peux la redonner. Oui, Parce qu'effectivement, je vois que l'audience a quand même, il y a à mon avis, il y a pas mal de nouveaux entrants, donc c'est peut-être intéressant. Oui. Et puis je vais t'envoyer les quelques questions dans le chat. Je vais juste commencer par celle-là. Il y a Pascal qui dit: est-ce que la nature transporte des êtres vivants dans les airs? Et alors t'as Mathéouche qui répond: bah oui, les oiseaux volent bien en transportant des parasites. Tout bien vu, Matt, tout bien vu. Tout à fait, c'est une bonne question. Mais après, effectivement, le biomimétisme, c'est beaucoup d'extrapolation. Donc, il faut pas se dire qu'on copie au trait pour trait. On n'est pas en train de se dire, oui, les avions, ça transporte des passagers. Qu'est-ce qui transporte des passagers en volant? Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de se dire, un avion, ça doit être léger. Qu'est-ce qui dans la nature doit être léger? Et en réalité, on n'est même pas obligé d'aller regarder dans le monde des oiseaux. On peut très bien trouver des technologies de lightweight design chez les végétaux, dans les organismes marins, etc. Donc en fait, c'est ça, hein, toute la beauté qu'il y a derrière le biomimétisme. Donc pour répondre à la question, qu'est-ce que c'est que le biomimétisme? Le biomimétisme, c'est une approche de recherche et de développement, c'est une méthode d'innovation qui consiste à s'inspirer des mécanismes et des propriétés des organismes vivants,
qui ont été développés au fur et à mesure de l'évolution, tout simplement pour innover, pour créer de nouvelles technologies. Donc ça, c'était pour répondre à Xenorax. Comme disait Gauthier Chapelle, on ne peut pas battre 3,8 milliards d'années de recherche et développement. Et ce qui est, enfin parce que lui aussi défend très fort le biomimétisme et j'aime bien la quote. Je me demande même si tu l'avais pas cité dans ta présa, mais bon, soit, Ah oui, oui, peu moi importe. je le cite tout le temps, hein. Je dis, nous, on a une façon de dire, c'est biomimétisme quand l'ingéniosité de la nature inspire l'innovation du futur. Et après, on dit souvent aussi que face aux enjeux actuels, ça c'est une grosse punchline, face aux enjeux industriels et économiques actuels, la nature nous offre la plus belle des évidences, 3,8 milliards d'années d'innovation. C'est En c'est fait, un ils sont lents, mais ils sont sûrs. Et ils ont surtout beaucoup d'avance. Parce que même s'ils sont lents, ils ont quand même 3,8 milliards d'années Ah, je peux t'assurer qu'il y a certaines adaptations dans le vivant qui sont très très rapides, hein. Beaucoup plus rapides que ce à quoi on pourrait, ce à quoi on pourrait imaginer. Je te prends juste Notamment dans le viral. exactement, c'est ce que j'allais dire. Je te prends juste un exemple, c'est la capacité de mutation de certains virus. Elle est beaucoup plus rapide que la capacité qu'on a à inventer un vaccin. Donc la nature n'est pas toujours beaucoup plus lente qu'on ne l'est nous, hein, Alors, en matière d'évolution, d'adaptation, de mutation, etc. pour répondre à Xenorax, le biomimétisme, est-ce que c'est une science alors? Bah, non, c'est évidemment super fort appuyé sur les sciences du vivant, mais voilà, détrompe-moi si ma mémoire me fait défaut, mais chez vous, vous avez des biologistes et des ingénieurs qui travaillent main dans la main. Donc Oui, c'est bien des scientifiques ou en tout cas des gens qui utilisent les sciences, mais qui mélangent. Donc le biomimétisme, c'est plutôt le fait d'aller chercher dans plein de sciences différentes. oui, à titre personnel, je ne définirais pas le biomimétisme comme une science, mais plutôt comme une méthodologie, comme une approche ou comme une discipline. C'est plus comme ça que je le définirais, qui s'appuie Alors, effectivement sur plusieurs sciences. Elle s'appuie sur la biologie, l'éthologie, la géophysique, etc., etc. j'ai John dans le chat qui me dit la permaculture appliquée à l'organisation de l'entreprise est-elle un exemple d'application du biomimétisme? Je suis pas assez expert pour répondre à cette question. Je sais qu'on rapproche souvent le biomimétisme de la permaculture. En réalité, la permaculture, c'est tout simplement d'essayer de reproduire la façon dont la nature gère les ressources, gère les espaces, etc., dans les grandes lignes, hein. Donc, effectivement, effectivement, Non, je dis dans le chat, excuse-moi Mathieu, qui dit, il y en a un qui dit, peut-on dire que le biomimétisme est une forme de vol de propriété intellectuelle sans aucun retour pour les ayants droit? C'est normal, c'est eh tombé bien, dans le domaine public, 3,8 milliards d'années. eh bien, figurez-vous que la question, en fait, est extrêmement maligne et je la trouve, en fait, très intéressante. En réalité, l'objectif, en tout cas celui qu'on porte nous chez Bioxégie, c'est de se dire, philosophiquement parlant, que quand on s'inspire de la nature, en réalité, on s'inspire effectivement d'idées. Alors, on ne va pas piquer un brevet de la nature. C'est faux parce que le brevet, c'est l'application ou l'interprétation technologique humaine d'un phénomène naturel ou d'un mécanisme naturel. Et pour autant, effectivement, c'est de la propriété intellectuelle naturelle. Alors, il y a des conventions qui expliquent évidemment qu'on ne peut pas breveter le vivant. On ne peut pas breveter le vivant, on ne peut pas, le vivant, c'est pas de propriété intellectuelle. Donc il n'y a aucun être humain, il n'y a aucune entreprise qui a le droit de prétendre à une technologie naturelle. C'est contre les conventions Mais internationales. donc à ce moment-là, le génome et les graines, Monsanto et les laboratoires de séquençage génétique sont illégaux alors. On Non, parce pourrait. que non, parce que alors là aussi, je suis pas du tout expert, mais non, puisque c'est des modifications ou c'est des utilisations de procédés, de façon de traiter les molécules, etc., qui sont bien spécifiques à Monsanto. Mais en tout cas, bon, je pense que tout ça, de toute façon, est encore très flou parce que c'est très neuf, hein, faut pas se leurrer. Mais ce qui est vrai, c'est que nous, dans notre façon d'approcher la question, on se dit, ben
si déjà on s'inspire de la nature pour créer des technologies qui sont compétitives, durables et qui vont apporter une plus-value à une entreprise, notre entreprise d'abord, et puis après évidemment notre client, eh bien autant lui rendre. Donc en fait, on est en train, et on y réfléchit de façon très sérieuse, et c'est pas du tout une blague pour nous, d'envisager en fait des partenariats avec des centres de recherche, des centres de compréhension de la nature, des ONG, des associations, notamment des fondations pour la recherche en biodiversité, etc., pour se dire qu'une partie de la plus-value et de la valeur financière qui est issue d'un projet biomimétique doit retourner en tant que tel à l'espèce dont on s'est inspiré, à une meilleure compréhension de l'espèce ou du groupe d'espèces ou de la famille d'espèces en question, une meilleure protection de son écosystème, de son milieu naturel, etc. Donc oui, ça fait sens en fait de rétribuer une partie de la valeur à la nature, à l'ayant droit de cette propriété intellectuelle. Moi, je prends très, très au sérieux cette question-là, même si Non, mais effectivement elle peut paraître je pense que c'est pas évident de venir à cette réflexion-là, mais effectivement, c'est assez noble et en fin de compte assez logique. Donc se dire tiens, voilà, give back. Donc c'est une toute chouette initiative et c'est une bonne direction. Je pense que c'est sain d'aller par là. C'est pas forcément automatique et certainement pas dans le narratif actuel, mais c'est bien vu. Oui. Euh, Et alors, je vois des questions super intéressantes. Avant de faire ça, je voulais finir rapidement sur le mode opératoire de BioXJ. En fait, très rapidement, après nous, on va passer une fois qu'on a choisi notre modèle biologique pour répondre à un enjeu, tout simplement, on va le concevoir. On va faire de la conception. C'est ce qu'on appelle, nous, la transposition biomimétique. Tu pars d'un modèle biologique et tu le transposes en modèle technologique. Ça suppose beaucoup d'extrapolation, beaucoup d'agilité intellectuelle et tout. C'est pas facile à faire. Mais après, évidemment, on en vient à de la conception, donc la CAO, et puis après, tous les proof of concept, prototypage et tout, qui sont finalement là assez classiques. Appliqués évidemment à notre domaine qui est assez spécifique, mais ça reste après du prototypage, la conception, etc. Et donc, on va accompagner ce client-là. On va travailler avec le client, en fait, sur les différentes phases de travail comme ça. Moi, j'ai mes propres ingénieurs en interne, donc c'est des ingénieurs qui vont développer les concepts. J'ai des biologistes, ce qu'on appelle aussi des bio-ingénieurs, des managers de projet. On est encore une petite entreprise, on n'est qu'une dizaine, donc ça reste encore très modeste tout ça, mais c'est en train de bien croître et de bien prendre. Et évidemment aussi, comme tu le disais, Raphaël, à très juste titre, c'est que moi j'ai l'habitude de dire qu'en gros le biomimétisme c'est une sorte de symphonie. BioXJ en gros c'est le chef d'orchestre. On a certains violonistes et certains contrebassistes, donc certaines compétences en interne, mais il faut aller chercher des pianistes et des percussionnistes, etc., en plus. Donc, qui c'est ? C'est un réseau d'experts qu'on s'est créé, et ça, c'est les compétences très spécifiques qu'on va aller chercher. Donc, moi, j'ai des biologistes qui sont plutôt généralistes en interne, mais quand on va devoir comprendre une espèce en particulier, là, on va faire appel à des chercheurs spécialisé, tel ou tel spécialiste de tel papillon morpho au Guatemala, tel spécialiste de telle bactérie au Chili, etc. Et ces personnes-là vont venir compléter notre dispositif. De temps en temps aussi, en fonction de nos expertises, il va falloir qu'on aille chercher un spécialiste en nanomatériaux, un spécialiste en thermorégulation ou mécanique des flux et tout, quand on n'a pas encore toutes les expertises en interne, vu la taille de notre entreprise qui est encore modeste. Donc voici un peu pour notre mode opératoire et la façon dont on fonctionne. C'est super intéressant. Alors, je vois que le chat réagit pas mal. Donc ça, c'était posé. Donc Thierry, biomimétisme juste pour créer de nouvelles technologies ou aussi pour des modes opératoires de gouvernance, décentralisation, autonomie, entraide. Autre exemple, s'il vous plaît, ce serait gentil. Donc ça, c'est un premier truc. Et oui, peut-être une question à la fois, puis je te poserai la suivante sur le changement climatique. Mais voilà, donc est-ce que c'est uniquement de l'innovation technologique ? Alors à mon avis, Thierry, parce qu'on a partiellement répondu à ça, mais c'était peut-être pas assez approfondi. Donc tu parlais des différentes facettes du biomimétisme, et donc peut-être que pour répondre plus précisément à Thierry, est-ce que voilà, il y a des choses qui viennent là-dedans dans les processus d'entraide, d'autonomie et de décentralisation qui sont bio-inspirées. Et est-ce que vous, chez BioXJ, c'est aussi des choses auxquelles vous touchez, vous êtes beaucoup plus dans l'aspect technologique et imitation? Alors aujourd'hui, notre métier fait que l'évidence du biomimétisme est plus technologique. Donc c'est-à-dire tout ce qui va toucher effectivement à des sujets comme l'acoustique, la thermorégulation, l'aérodynamisme, la tribologie, la légèreté des matériaux, les procédés chimiques,
Tu vas aussi avoir tout ce qui va toucher à l'algorithmique, à la logistique, le transport, les flux, et puis tout ce qui touche à la détection, la communication, etc. Donc, on va dire voilà, des domaines très techniques, hein, des innovations techniques, même si celles-ci sont parfois dématérialisées. Donc, ça donne lieu à des procédés, à de l'algorithmique, etc. Donc, ça, c'est vraiment notre cœur de métier, et c'est là où le biomimétisme est plus évident à faire et à explorer, etc. Donc, c'est tout ce qui est les sciences dures de toute façon aussi, hein. Il se trouve que il y a quelque temps, certains industriels avec lesquels on travaillait, des grands industriels avec lesquels on développait des technologies, sont venus vers nous, ou plutôt en fait tu sais, ils ont des sortes de foires d'innovation où tu viens présenter au reste de l'entreprise et des collègues les innovations que tu développes. Donc un département raconte à l'autre département ce qu'ils font, etc. Ils essayent un peu d'étendre les best practices au sein du groupe. Et ben là, un jour, dans un stand, ben, il y a une DRH d'une entreprise qui est venue vers nous et qui nous a dit, ben, moi, ce que vous faites en matière de technologie, ça me plaît, mais est-ce que le biomimétisme, ça pourrait être utile? Donc c'est cette question, est-ce que ça pourrait être utile pour répondre à mes enjeux en matière de ressources humaines, d'organisation de l'entreprise et tout? Est-ce que je pourrais réinventer les ressources humaines de mon entreprise grâce à ça? Et là, on s'est posé des vraies questions. Moi, j'en avais déjà un peu entendu parler lors de mon master, hein, lors de l'écrit du mémoire en biomimétisme. Mais effectivement, on a commencé, donc c'est très récent, hein, ça date d'il y a 4 mois, 3-4 mois max, hein, mais on s'est dit, ok, ben ça vaut le coup de se positionner en fait sur ce sujet-là. Donc, je précise bien qu'il est beaucoup plus exploratoire, il est beaucoup plus, on est beaucoup plus dans une logique de tâtonnement pour l'instant, on est dans une prudence maximale que par rapport aux innovations technologiques, mais oui, ça fait sens de faire du biomimétisme pour fluidifier, améliorer, repenser la structuration d'une entreprise. Pourquoi est-ce que ça fait sens? Parce qu'en réalité, la nature, elle n'est pas que technologique, elle est aussi comportementale, elle est aussi organisationnelle. À commencer par les super-organismes, c'est-à-dire des organismes sociaux, où le meilleur exemple, évidemment, c'est les très connues colonies de fourmis, où il y a une répartition sociétale et fonctionnelle, complètement éprouvée et totalement optimisée dans les colonies de fourmis pour répartir les charges de travail, la réaction aux crises, la réaction aux instabilités, l'amélioration de la résilience de réaction, de charge de travail, la meilleure communication, le passement d'informations. C'est pareil, hein, dans les ruches d'abeilles, etc. Donc, c'est tous les insectes sociaux pour lesquels, en fait, l'organisation est fluidifiée. Et ça permettrait, en fait, de dérigidifier l'organisation interne d'une entreprise, d'un grand groupe, améliorer la communication et la répartition de charges de travail entre plusieurs départements, entre plusieurs business units. L'effet de décentralisation de l'intelligence est aussi extrêmement présente dans le vivant. Encore une fois, sur ces organismes, ces super organismes sociaux, mais évidemment aussi, si on va extrapoler, même dans ton corps humain, tu as des effets de décentralisation d'intelligence qui sont liés aux protéines, aux flux d'informations, aux hormones, etc., qui sont très intéressantes pour étudier en fait les flux d'informations qu'il peut y avoir. Excuse-moi, c'est parce que en parallèle, je lis le chat évidemment, et alors donc il y a VA qui travaille dans le domaine des chars, qui fait on parlait de chars, youhou, donc elle se réjouit. Et puis tu as, attends, pardon, bon, c'est fait que la permaculture. Attends, c'est ce que fait la permaculture appliquée aux entreprises, ok, voilà. Mais quelle excellente idée d'aiguiller un responsable RH vers le comportement des fourmis, pourquoi pas vers celui des bonobos. Voilà. Rien ne servira donc de leçon, c'est fou. Alors, VA, je surlike là, je pense que c'est un des rares moments de ma vie où j'entends quelque chose d'intéressant dans notre secteur. Bonheur au travail, bullshit. Oui, effectivement. C'est vrai qu'il y a ce discours, mais bon là c'est plus le biomimétisme, c'est pas grave, hein, c'est le but de l'émission, c'est aussi de se trouver libre un peu, mais c'est vrai qu'il y a souvent, c'est un peu comme le discours sur l'échec, hein, dans les entreprises, ça fait des années qu'on parle du fait de autoriser l'erreur, et en fait c'est un beau discours, mais qui est complètement déconnecté de l'attitude. C'est vrai qu'on parle de bonheur au travail, mais au final on se soucie pas de savoir si le mec est dans sa mission de vie, si
enfin voilà, il y a effectivement un disconnect. Mais donc voilà, donc le côté organisationnel, c'est pas le cœur de votre activité chez Bioxégie. Pour l'instant, Mais par disons contre, que c'est vous êtes en train de mûrir c'est ça. à des ouvertures. J'imagine qu'aussi, enfin, après tu me corriges, mais j'imagine aussi que vos clients, c'est une relation qui s'installe dans le temps. Et donc, il y a un moment un rapport de confiance et à un moment, ben, forcément, la maturité évolue et on se dit, tiens, mais est-ce qu'on pourrait pas s'interroger? Enfin, déjà, pour vendre du biomimétisme à une entreprise, excuse-moi, mais c'est quand même qu'ils doivent être un tout petit peu mûrs à certaines choses. Hein, parce que, enfin voilà, moi j'ai l'habitude de vendre des domaines. Il y a 15 ans, je vendais de la user experience Banzai. Aujourd'hui, vendre du future thinking à des entreprises, c'est un peu la même chose. Et donc, quand tu sais qu'en général, quand tu fais une vente à un client comme ça, c'est que tu n'es déjà pas en face d'un client lambda. C'est quelqu'un qui est ouvert à des idées. Donc, Oui. là, on peut mûrir. Alors, en fait, la relation avec nos clients s'inscrit vraiment dans la durée, c'est-à-dire qu'on commence avec un département, tu vois, qui nous fait confiance. Il y a deux sujets en fait qui font qu'il peut y avoir de la réticence et de l'inertie au départ. La première réticence, c'est évidemment la notion du biomimétisme, complètement neuf. On ne sait pas ce que c'est, qu'est-ce que ça peut nous apporter, est-ce que c'est pas trop prospectif, est-ce que c'est pas trop exploratoire, etc. Donc là, il y a une prudence naturelle. La deuxième réticence, c'est que Bioxégie, c'est une jeune entreprise avec des jeunes qui ont tous entre 25 et 30 ans, alors on est certes, on a des bons résultats, etc. Mais pour une entreprise, quand on aborde une entreprise pour la première fois, c'est nouveau. Donc on commence modestement avec une offre d'appel sur un premier département. Tout ça, c'est très tactique, hein, sur des offres d'appel avec un département. Et au fur et à mesure, tac, 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 on va vraiment se répartir comme une pieuvre en fait dans toute l'entreprise. Et au début, tu as un département, et puis après, tu en as un deuxième, et puis au final, tu as tout le monde qui veut faire du biomimétisme. Au fur et à mesure qu'on arrive à apporter les preuves de ce qu'on fait et des projets qu'on fait. Et évidemment, au sein d'une même entreprise, il y a moins ces problèmes de confidentialité, ce qui fait qu'on peut mieux communiquer au sein d'une entreprise les résultats. Et au final, on en arrive à des clients qui sont, passez-moi l'expression, mais sur le cul, parce qu'ils sont vraiment surpris, totalement émerveillés par les résultats qu'on arrive à atteindre grâce au biomimétisme, et en même temps ils retrouvent leur âme d'enfant, c'est-à-dire qu'ils se reconnectent par rapport à la beauté, par rapport à l'intelligence, la magie qu'il y a dans les êtres vivants. Et c'est ce qui se passe justement sur ces thématiques de ressources humaines, c'est que peu à peu on a commencé à switcher en fait sur d'autres départements auxquels on n'était pas habitué. Mais par contre, on se doit en fait d'apporter de la qualité dans notre métier, c'est notre crédibilité qui en va, hein, qui en découle. C'est que en gros, on doit aborder cette question des ressources humaines avec grande prudence. Il s'agit de sciences sociales, de sciences molles, donc il faut pouvoir créer des nouvelles hypothèses. On n'est pas en train de parler de paramètres de température, de poids, etc. Là, il faut créer des hypothèses, il faut les tester, etc. Donc Bioxégie commence en gros à créer ces hypothèses-là. On s'est rapproché en fait de cabinets spécialisés dans les RH, etc., de jeunes cabinets comme nous qui nous ressemblent, un peu dynamiques, un peu jeunes. Et là, on est en train de chercher en fait nos clients pilotes pour tester et produire et affiner en fait des hypothèses et des principes, des théories d'organisation, de management bio-inspiré. Et on espère que ça porte les fruits. Mais dans ce qu'on voit en fait, dans les tactiques naturelles qu'on voit, on pense qu'effectivement ça peut apporter beaucoup de créativité, vraiment très efficace, des très bonnes best practices naturelles pour repenser l'organisation d'une entreprise. Et c'est ça la magie, hein, de la beauté. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup mon métier et que je suis passionné de ce qu'on est en train de faire. C'est que c'est juste top, quoi. Non, mais c'est passionnant et le fait aussi d'être à la frontière de la nouveauté, évidemment, hein, c'est des missions qui doivent être excessivement variées, où par défaut tu repasses pas souvent par le même endroit. Donc oui, j'imagine que ça doit. Enfin moi perso, je trouve ça bien trippant en tout cas. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Je sais que tu m'as dit que ce serait pas mal qu'on te libère pas trop tard parce que tu avais encore pas mal d'activités. Donc voilà, je pense pas qu'on va la faire beaucoup plus longue qu'une heure, les amis. Donc si vous avez des questions, balancez-les parce qu'il reste, allez, 10 minutes, 15 minutes si j'arrive à faire perdre la notion du temps à Sydney et l'emmener. Allez, on part sur 10 minutes. Allez, fantastique. Moi, ce que j'aimerais bien, si tu peux, c'est donner peut-être
enfin bon, ta vision de pourquoi ça va aider, c'est certain, mais quelques exemples de réalisations dont tu es particulièrement fier, ou pas forcément, ça doit pas forcément être un projet, hein, c'est de résultats obtenus voilà, mais dans l'histoire de Bioxégie, Ouais. quelques illustrations de choses dont tu es vraiment particulièrement fier, quoi. Durdup, je vais juste répondre à la dernière question que je vois là dans le chat. Non, c'est pas toujours les mêmes solutions. Au contraire, elles sont super variées. En fait, à chaque fois, c'est des nouvelles choses. Imaginez vraiment qu'il s'agit d'un répertoire en fait de solutions qui est aussi vaste que le nombre d'espèces et que chaque espèce c'est des dizaines de brevets et qu'il y a des millions d'espèces, des millions de contextes différents. Enfin non, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout enfin ça change. C'est super varié. En gros, alors sur les exemples dont je suis fier, alors vous comprendrez, l'entreprise Bioxégie a 2 ans, donc la plupart des projets qu'on a en cours sont encore en cours, donc encore confidentiels. Mais il y en a un dont je peux parler parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes en propriété intellectuelle et c'est d'ailleurs un des premiers projets qu'on a fait. Et moi, j'en suis particulièrement fier parce que ça a été un vrai travail très neuf pour Bioxégie et tout. Aujourd'hui, on serait capable de mieux le faire encore plus vite, mais à l'époque, c'était un vrai challenge pour nous, donc je suis assez content. C'est un client dans l'automobile avec lequel on a travaillé, un équipementier automobile. Donc, il fabrique en fait environ 400 à 500 pièces différentes que tu peux trouver dans les voitures, dans les Renault, les Daimler, les Mercedes, etc., etc. Et donc, c'est quoi? C'est des gaines, c'est des fixations, c'est des équipements pour le moteur, pour l'habitacle, etc., pour les routes. Enfin, il y a vraiment plein de choses qu'ils fabriquent. Et il y a un sujet sur lequel on a voulu travailler avec eux, c'était ce qu'on appelait le désencrassement, le nettoyage en fait, des caméras des véhicules autonomes. Un véhicule autonome va avoir dans les années à venir jusqu'à 5 à 10 caméras autour du véhicule qui lui permettent en fait d'interpréter l'environnement, de voir l'environnement. Et donc tu as beau avoir la meilleure intelligence artificielle possible, en réalité si ta caméra est obstruée et s'il y a de la saleté derrière, l'intelligence artificielle, c'est pas si intelligent que ça. C'est-à-dire qu'elle va effectivement, il y a du machine learning, etc. Mais ça peut très rapidement perturber l'efficacité de l'intelligence artificielle et elle va plus savoir reconnaître un panneau, un piéton, un cycliste, etc. C'est plus la même chose. Et donc, aujourd'hui, comment est-ce qu'on nettoie les caméras des véhicules autonomes? C'est une rustine, c'est-à-dire c'est une solution pas forcément satisfaisante. Ils reprennent en fait les gicleurs qui existent sur les pare-brises. Donc, les gicleurs que vous avez sur le pare-brise de votre véhicule, c'est ce qui est repris. Donc, imaginez 10 petits gicleurs sur les 10 petites caméras. Le problème, c'est que c'est pas du tout efficace. Non seulement ça pose des problèmes d'assemblage, de maintenance, de coût, de fiabilité dans le temps, mais surtout, ça pose des questions, en fait, de consommation d'eau. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, tenez-vous bien, jusqu'à 100 litres d'eau qui sont consommés dans l'heure s'il y a des conditions un peu neigeuses, un peu boueuses, etc. Donc, c'est-à-dire que votre réservoir de liquide lave-glace ou de liquide d'eau ou un truc comme ça, en l'espace de... Ah, je t'ai perdu, Raphaël. Oui. Sydney, attends 2 secondes. Pof. Ouais, Raphaël, je t'ai perdu là, par contre. Oui, apparemment. Allô, allô. Oui, tu m'entends? Ah oui. Ok. Voilà, tu m'entends? Ouais, c'est bon. Bah, écoute, voilà. C'était c'était le problème technique. Après 59 minutes, je sais pas. Il y a mon browser qui a fait un reload et je suis parti me promener. Je t'ai laissé tout seul sur le plateau. Ouais, Donc, non, voilà. mais je crois. Désolé, mais je t'entendais parler en fait. Hein, donc, je n'ai rien perdu de ce que tu disais. Juste que non, c'est pas la trappiste, c'est la connexion internet. Il va falloir que j'aille investiguer mes logs. J'avais demandé que personne fasse de streaming, mais voilà, je ne sais pas. Ou bien, enfin, peu importe. Donc voilà. Désolé pour l'interruption, ça t'a perturbé, mais j'entendais tout ce que tu disais. Pas Donc, de souci. j'ai rien perdu. Pas de souci, pas de souci. En gros, très, très rapidement, donc effectivement, tu as une consommation d'eau jusqu'à 100 litres d'eau à l'heure. Donc au bout d'une demi-heure, en fait, autant te dire que ton réservoir central de liquide est complètement vide. Donc c'est pas du tout durable, ça consomme beaucoup. Et en fait, au bout d'une demi-heure, tu n'as plus t'as plus de caméra, donc t'as plus de véhicule autonome. Et nous, on leur dit, ok, nous, ça nous paraît intéressant parce qu'on sait que la nature, elle sait
protéger, elle sait purifier les surfaces, elle sait nettoyer les surfaces. Donc on a commencé à regarder plein de modèles différents. Il y avait les mandibules, ce qu'on appelle les pédipalpes en fait des araignées qui viennent nettoyer avec des soies spécifiques leurs yeux parce qu'elles n'ont pas de paupières. Il y avait des questions aussi au niveau de l'électrostaticité sur certaines carapaces de certains scarabées. Il y avait évidemment tout ce qui touchait aux effets lotus, l'hydrophobie, l'effet déperlant et tout. Il y avait plein de choses. Au final, on s'est arrêté sur un exemple un modèle qui nous paraissait super pertinent. C'était les membranes nictitantes des camélidés. Les membranes nictitantes, c'est les troisièmes paupières que vous avez chez les camélidés, donc les dromadaires et les chameaux. Vous le voyez très bien aussi chez les chiens ou chez les chats. C'est cette espèce de troisième paupière blanche qui se ferme derrière les paupières principales. Chez l'être humain, elle est atrophiée. C'est le petit bout rouge, la petite membrane rouge que vous avez sur le bout de votre œil, près du nez, en fait, sur l'extrémité de l'œil. Et cette membrane nictitante, en fait, chez les camélidés, elle vient nettoyer et évacuer les poussières et notamment les grains de sable. Et on savait évidemment que les conditions auxquelles faisaient face les camélidés étaient extrêmement difficiles. C'était des grains de sable, des tempêtes de sable, etc. Et évidemment, il y avait la notion d'aridité. C'est une question de survie pour le dromadaire ou pour le chameau, de conserver un maximum son taux d'humidité corporelle. Donc on savait qu'au niveau de la consommation d'eau, ça serait parfait. Donc on s'est dit, on va essayer de remplacer les gicleurs, et on va essayer de créer un système de nettoyage et de protection des caméras des véhicules autonomes, inspiré des membranes, du système de membranes nictitantes des camélidés. Donc là, on a épluché tout ce que ça voulait dire, on a cherché à comprendre dans le moindre détail comment ça fonctionnait, comment était constituée la membrane, comment fonctionnaient évidemment les glandes lacrymales, comment fonctionnait le système de recyclage du liquide lacrymal chez le chameau, etc. On a rencontré le spécialiste mondial des chameaux, je vous laisse imaginer le personnage évidemment, et c'était vraiment top. Et à partir de là, le but c'était vraiment de transposer, donc c'est-à-dire de créer la technologie. Donc comment est-ce qu'on transpose une membrane qui est faite en cartilage avec des membranes en polymère? Si oui, quel polymère on utilise? C'est quoi le module de Young, le module de la flexibilité, la pression que va exercer la paupière, la membrane nictitante sur le globe oculaire? Nous, quelle pression notre membrane en polymère doit exercer sur le globe oculaire de la caméra? Comment est-ce que fonctionne le muscle d'activation et dans quelles conditions le muscle d'activation de la membrane fonctionne dans le vivant? Et nous, on va créer quoi? Avec quel servomoteur? Quel système d'injection d'eau, etc. Enfin, c'était super complexe. Et la raison pour laquelle j'en suis fier, c'était de la mécatronique complexe. 2, les résultats qu'on a eus, donc dans les premières estimations, les premiers concepts qu'on a eus, on économisait 10 fois moins d'eau. On consommait 10 fois moins d'eau. Donc c'était pas 10%, c'était 10 fois moins. 10 fois moins. Donc c'était vraiment avec une entreprise toute jeune, un client encore tout jeune aussi, et un tout premier concept qu'on a développé, et on a réussi à avoir des super résultats. Donc là, c'est vraiment un des projets sur lesquels j'ai été le plus fier, parce que ça peut faire une très grosse différence à l'échelle de l'industrie automobile à proprement parler de façon très large. Et aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas parler des projets sur lesquels on est, mais je suis très très fier aussi parce qu'on travaille sur des projets de pointe avec des acteurs qui sont des fleurons industriels français et européens dans tous les secteurs, avec des très très belles marques, des très belles entreprises comme EDF, comme Airbus, comme Safran, comme Total, des marques comme Richemont en Suisse, avec de l'horlogerie suisse là-dedans aussi. Enfin, voilà, c'est des très très beaux fleurons industriels, c'est très complexe. Je suis très fier parce qu'on travaille avec nos clients sont très exigeants, mais on leur apporte des très beaux résultats. On fait des projets de plus en plus ambitieux, de plus en plus chers pour le client aussi. Donc on atteint une taille de plus en plus importante. Tout ça, ça se fait beaucoup dans la douleur, et ça se fait de façon très progressive. C'est pas facile de faire du biomimétisme, mais on le fait avec passion. Et voilà, donc de façon générale, je suis très, c'est pas facile d'être dans l'ouverture d'un sillon. Et donc le biomimétisme étant clairement pas un truc que tu vas retrouver à tous les coins de rue, je pense que
commencer à faire le parcours, comprendre une industrie, savoir comment tu dois proposer ton service, comment tu dois être rentable, comment tu gardes tes valeurs dans le process, comment tu vois, c'est parce que si tu as fait du biomimétisme, c'est pas pour aller nique ta mère la terre, tu vois, donc tu vois, Ouais. tout ça clairement, enfin voilà, c'est l'entrepreneuriat au sens le plus pur du terme, parce que tu es dans de l'inédit en tout cas. Et donc c'est en même temps très très stimulant, mais en même temps il y a des jours où enfin, voilà, j'imagine que tu te dis putain, mais en fait qu'est-ce que je fous dans cette galère et pourquoi j'y suis. Ouais, En tout cas c'est je pense vraiment pas. passionnant, je pense. Je me pose pas la question en mode oui, qu'est-ce que je fous dans cette galère. Mais c'est plus en mode oh là là, ça prend encore du temps et ah, j'en suis pas forcément là où j'espérais en être au bout de tant et tant de temps, etc. Mais en réalité, oui, il y a en fait, si tu veux, il y a la technicité, il y a l'aventure technique est très présente, mais après effectivement il y a l'aventure entrepreneuriale et ça faut convaincre, tu vois. Et il y a plein de choses en fait qui me frustent beaucoup, tu vois. Moi je trouve que les médias français sont pas du tout assez à l'écoute du biomimétisme. Ils préfèrent parler de tel ah, on va fabriquer tant et tant de masques, de tant et tant de respirateurs, et vas-y, que surtout en France, c'est la sensibilité à droite à gauche dans les médias, plutôt que de parler de sujets de fond. Je veux dire, aujourd'hui, la crise qu'on a, c'est pas une crise sanitaire, c'est avant tout une crise environnementale. Aujourd'hui, je parle vraiment de ce que j'entends et ça ne n'engage que moi mes propos. Mais aujourd'hui, il faut pas déconner. Je vois les entreprises massivement en France qui, c'est à celui qui fabriquera le plus de masques, de visières dans les Fab Labs et de respirateurs. Non mais attendez, à un moment donné, le job de l'entreprise pour réagir à cette crise, son job, c'est de réagir et de créer des nouvelles innovations, de repenser la façon dont elle crée des technologies, d'essayer de soutenabiliser notre espèce, pas de fabriquer 10 000 respirateurs. Ça, c'est de la réaction urgente et court-termiste. Alors d'accord, ça va trouver une utilité, c'est pas ce que je dis, mais à un moment donné, il faut se poser les questions de fond aussi, quoi. Non, non, bien sûr, mais par contre, je pense et je pense que là on se rejoint dans nos disciplines. Euh, c'est de porter son regard à l'horizon. Et donc la nature, c'est quelque chose qui prend du temps. Et donc tu peux éventuellement faire une réaction d'urgence en t'inspirant de la nature, mais clairement c'est des processus. Le future thinking, en fin de compte, qu'est-ce que c'est? C'est une invitation à porter son regard non plus à maintenant, mais à le mettre à 10 ou 15 ans. Et c'est ce que je dis souvent, quand tu fais du design thinking, donc des ateliers d'innovation avec une ONG, tu vas parler d'argent. Si tu fais un atelier de future thinking avec des banquiers où tu parles d'un temps à 10 ou 15 ans, tu vas parler d'environnement et de social. Oui. Et je pense que, voilà, biomimétisme, je pense, enfin, c'est une opinion purement personnelle. Je suis pas certain que c'est quelque chose que tu vas toi tout d'un coup switcher. Par contre, en cultivant les gens, en progressivement, on dit putain, mais regarde tout le bénéfice. Il est grand temps qu'on mette le biomimétisme au centre de nos réflexions, comme la durabilité, comme la bienveillance, comme plein d'autres choses. Euh, à ce moment-là, ça va vraiment devenir efficace. Et donc, je pense que faire des cases, notamment dans le oui, oui, tout à alors oui, oui. Pardon, excuse-moi, j'étais distrait par le chat. Mais enfin voilà, je pense que effectivement, c'est là aussi l'aspect dur d'être dans les premiers, c'est que c'est C'est lent. ça. Alors, Euh, c'est toute la subtilité de notre métier, c'est que nous, on doit faire en sorte d'abord de lancer les clients sur des sujets sur lesquels il peut y avoir des quick wins. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par un quick win? C'est-à-dire, en 6 mois, un an, on doit avoir des POC, on doit avoir des concepts qui sont tangibles, concrets pour les clients, qui montrent leurs résultats. Et seulement après, on arrivera à se lancer dans des projets, des programmes technologiques plus ambitieux, plus de fonds et ancrer vraiment la philosophie dans l'entreprise cliente. Là, il faut un pragmatisme économique très fort. Et justement, je vois parler beaucoup de Gauthier Chapelle, Idriss Aberkan, etc. Ils ont un mérite, c'est qu'évidemment, ben, ils ont écrit des bouquins, de la philosophie, etc. Mais à un moment donné, c'est très bien d'en parler, c'est bien de penser, d'alerter, d'informer, mais c'est encore mieux d'agir. Et là, quand il y a du pragmatisme économique, tactique et technique, entrepreneurial à avoir, là, il y a moins de personnes. Ça, je peux vous le garantir qu'en matière de biomimétisme, c'est aussi un des grands constats que j'avais fait qui m'avait poussé à lancer Bioxégie, c'est qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi. Et là, on doit créer de la technologie, on n'est plus à créer des beaux bouquins. Donc, je veux bien, j'ai vu la question, je veux c'est bien Denis.
je veux bien effectivement vous conseiller certains bouquins que j'ai à côté de Mais moi. justement, je t'avoue que j'ai très envie de lancer un gimmick ce soir, c'est tes 10 références. Et donc, ce que je te demanderai éventuellement, pas maintenant, mais si demain tu peux me faire parvenir 10 références, que ce soit des liens, des bouquins, des documentaires, peu importe, les 10 trucs qui t'ont total flashé sur le biomimétisme, moi je les partagerai. Ouais. Alors, je les partagerai comment? Ben, je mettrai un lien soit sur le site posté sur Facebook, mais pour aussi clôturer, parce que je vois que les 10 minutes sont bien passées, on arrive doucement à la fin du live. Il faut savoir que il y a aussi un Discord Futur Immédiat. Alors Discord, c'est une application communautaire un peu type Slack ou autre. Ouais, ouais. Et je vous invite là, je mettrai absolument tous les liens. Il y a toutes les références de préparation des émissions. Il y a tous les liens, donc welcome. Je vais poster le lien demain sur Facebook et Twitter. Et donc voilà, comme ça, on va inaugurer avec toi, Sydney. Ouais, C'est purement sorti du chapeau sur base de ce que je vois dans le chat et autres, ouais. mais comme ça, on pourra donner l'occasion aux gens d'approfondir. Alors, je voulais te remercier, Sydney, parce que je t'ai trouvé non seulement captivant, mais très clair. Et je trouve que enfin, en dehors de sentir la passion, je trouve qu'il y a un bel effort. C'est quelqu'un qui parlait de ça dans le chat, un bel effort. Ah ben voilà, c'est Lude qui disait un bel effort didactique. Et effectivement, c'est l'impression que j'avais déjà eue quand on s'était rencontrés la première fois. Donc merci pour ce partage de passion. Un passionné, c'est passionnant. Et donc j'espère te recevoir encore à d'autres occasions. Voilà. Vraiment, j'ai adoré. J'espère que ça vous a plu aussi. La semaine prochaine, je reçois alors Pierre Portevin qui nous parlera d'empuissancement. Alors l'empuissancement, c'est un mot qui a été un peu abandonné dans le français. Tout le monde connaît le mot empowerment. Et donc Pierre Portevin, qui est une personnalité dans le monde de la publicité, qui a fait plusieurs boîtes, qu'il a revendu à Publicis, qu'il a revendu à plusieurs groupes, s'est ensuite mis dans Transmutation et l'Université du futur, et il s'est accaparé le mot empuissancement pour en faire quelque chose qui est de l'empowerment, mais de groupe. Alors, il va venir nous parler de ça. Le 19 mai, on parlera digital et contre-pouvoir avec Thierry Poels, qui est peut-être encore dans le chat. On recevra jeudi, donc ça, ce sera une spéciale. On recevra David Grunenwald, qui était gentiment là lors de l'apocalypse de la semaine passée pour reparler d'économie de l'attention et de la publicité dans l'ère du digital. Ensuite, on parlera Signe Noir et Rhino Gris, c'est une pure thématique de future thinking. On parlera avec Oliver Dudok Van Hale le 28 mai, le deuxième jeudi, le futur de la durabilité. Là, je vous invite. C'est quelqu'un qui travaille depuis 25 ans dans la sustainability, la durabilité à Londres. C'est un vieux baroudeur de la sustainability. Et là, ce que j'aimerais bien lui parler avec lui, c'est comment la sustainability était il y a 30 ans, comment il voit le futur de la durabilité. Et enfin, le programme, il y en a d'autres, hein, mais je vais pas parler pendant 150 ans. Le 2 juin, on parlera neurosciences avec Mark Van Remenant, qui est CEO de Netway, qui est une boîte qui applique les neurosciences à l'utilisation d'interfaces. Donc voilà. Un grand merci, Sydney. C'était vraiment Alors, passionnant. J'ai adoré ça. Je suis, ouais, voilà. Malheureusement, on peut pas parler de tous les sujets en l'espace d'une heure. Vous vous doutez bien que le biomimétisme est évidemment beaucoup plus complexe que ça. On peut pas donner tous les exemples. J'ai pas pu parler de tous les leviers, etc. D'une part, eh ben, écoutez, je vous invite à entrer en contact avec moi sur LinkedIn. Je mettrai le lien avec tes liens, je mettrai le full contact, je balancerai tout. Donc ouais, je parle je beaucoup ferai de la biomimétisme là-bas. Je serai réactif aussi si les uns les autres veulent me poser des questions par MP LinkedIn avec grand plaisir. Et puis je vous encourage vivement, évidemment, on vient de lancer notre tout premier podcast sur le biomimétisme. C'est le premier podcast de biomimétisme en France. C'est probablement un des premiers à l'échelle européenne, voire mondiale aussi. Ça s'appelle L'incroyable nature.
On l'a mis du coup sur sur Spotify et sur Apple Podcast. Donc ça, je te donnerai les liens aussi, Raphaël. N'hésitez pas à aller le voir. On a mis notre tout premier épisode hier. Et justement, on part en fait à la rencontre des chercheurs, on part à la rencontre des entrepreneurs, on raconte aussi nos propres histoires en matière de biomimétisme. Donc il y a à peu près un épisode toutes les 3 semaines, on rentre dans les détails. Et donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller l'écouter, à le partager avec vos réseaux, à donner de l'élan à ce podcast-là, y compris du coup en Belgique. Nous, ça nous ferait très plaisir. Donc voilà. Écoute, avec plaisir, et ceci est un pure discussion entre nous, et parce on est entre nous là, c'est que des gens sympas. Mais Futur Immédiat, la raison pour laquelle je suis en train de remplacer tout ce qui est Raphaël Teiss par Futur Immédiat, c'est que je veux en faire quelque chose qui soit plus large et qui parle du futur immédiat. Et donc mon espace est ton espace, et si tu veux y intégrer du biomimétisme, voilà. Moi, je serais ravi de t'accueillir en mettant Bioxégie, en mettant tout le bazar. Hein, mais voilà, welcome. Donc, on va en reparler, on va débriefer demain. Super. Si tu veux bien, et on parlera de ça. Merci à tous Très dans bien. le chat. Juste un petit truc, ceux qui ne seraient potentiellement, si l'émission vous a plu et que ça vous dit d'avoir des notifications sur les prochains sujets, n'hésitez pas à me suivre, c'est le petit cœur sur la page. Je vous donne rendez-vous à mardi prochain. Merci beaucoup. Merci Sydney. Bonne soirée super. À tous. C'était vraiment passionnant. Salut. Merci. Sydney. Bonne ciao, soirée. Ciao, hein. Salut.